Des soleils et des vignes, il y en a encore. Mais sans soif, on ne fait plus de vin. Plus de vin, on ne cultive plus les vignes. Plus de vignes, les soleils s'en vont. Ils ont autre chose à faire que de chauffer des terres sans buveurs. Ils se diront « Allons maintenant vivre pour nous ». Cela, le voulez-vous ? Non, gronde l'auditoire. Eh bien, allons aux vignes. Mais pour cela, il faut partir comme moi, en délaissant tous les biens de ce monde, en n'emportant que le strict nécessaire. Alors, au départ, c'est une aventure, c'est une folie quelque part, et une passion surtout, celle du vin. Et je rêve d'école buissonnière, je rêve de partir sur les chemins de traverse, de découvrir les vignobles. J'ai rencontré le monde du vin. Je prends 3 années sabbatiques, parce que j'enseigne la philosophie, donc je me mets en congé de la République. Et je pars à la rencontre de tous ces vignerons, ces rebelles, ces gens qui avaient à peu près le même âge que moi et qui eux aussi avaient comme une soif d'idéal. C'est ces rencontres qui ont fait que le cave a existé. Un producteur de vin, François Midjaville, m'a dit « Vous êtes en fait comme des galeristes, des critiques d'art, vous exposez nos œuvres et c'est vous qui les mettez en valeur et nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin évidemment de ces gens qui produisent des vins d'exception. » C'est la première fois qu'on a vinifié le raisin de cette vigne et c'est la dernière fois parce qu'on l'a arraché. Voilà, ce vin-là, on ne le reverra plus pendant pas mal d'années, je pense. Je me dis au moins 20 ans qu'il faudrait être patient, puisque grâce à toi, Marité, on a replanté cette vigne. Il y a eu tous ces travaux, un peu cette folie. Et tu peux raconter comment tu m'as appelé un jour depuis cette vigne en me disant il faut le faire, mais ça va être... Oui, c'est grâce à toi d'abord, parce que c'est toi qui a voulu... T'es tombé amoureux de cette vigne. Oui. Puis quand tu m'as demandé si je pouvais m'en occuper, j'ai dit mais tu sais, Jacques, j'ai déjà tellement de vignes, tellement de travail, tellement de choses. Puis après, je suis arrivée ici, et puis je fais la même chose que Jacques, je suis tombée amoureuse du coin. Ouais. J'ai dit moi je peux pas laisser Jacques tout seul avec cette entreprise parce que là ça a l'air bien fait et tout, mais il fallait voir comme c'était avant. Oh, t'es d'accord, c'était la jungle. Ouais. Et puis tout ce travail impressionnant Et puis je trouve qu'il faut sauvegarder ces coins. T'as vu comme c'est beau? Ouais. Une fois, il y avait un aigle, une fois, avec ces nuages, avec cette roche. C'est magnifique. Ouais, non, Et puis c'est l'écosystème. On est dans un endroit qui est complètement préservé. Ce qui est fascinant dans le vin, c'est qu'on peut, à travers le vin, relier la saveur à l'origine. C'est le seul produit de l'activité de l'agriculture qui soit capable de traduire toutes les nuances d'un terroir. Le monde du vin, de prime abord, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout attirée. Et puis en grandissant, j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière. Et quand j'ai compris qu'en fait, de vendre du vin, j'aime pas tellement ce terme de marchand parce que c'est pas tellement ça, mais d'être les ambassadeurs des vignerons, les vignerons, c'est des paysans dans le noble sens du terme, c'est-à-dire qu'ils défendent un terroir, qu'ils défendent un endroit. Et puis quand on parle d'écologie aujourd'hui, quand on voit tout ça, pour moi, c'était une manière aussi de m'engager. Avant, les gens étaient cantonnés en gros à Beaujolais, Bourgogne, Côte-du-Rhône et Bordeaux. Et ça a été un petit peu l'originalité du cave. J'ai toujours pensé en termes d'être différent,
que d'accompagner la renaissance, parce que c'est des vignobles qui existaient déjà depuis longtemps, depuis des siècles, certains d'entre eux, comme le Languedoc, mais la renaissance de ces vignobles qui ont été un peu secoués par une nouvelle génération de vignerons, des gens qui avaient une vision du vin différente. À la base, j'avais juste dans l'idée qu'il fallait ne pas trop travailler les vins, ne pas trop les toucher, les laisser mûrir gentiment. Et puis voilà, ne pas avoir des rendements trop élevés. En fait, l'idée de départ, elle est assez naïve. Et quand on est confronté ensuite à la réalité, alors évidemment, d'avoir des rendements modérés, pas trop travailler les vins, d'être assez sobre en vinification, ce sont des bonnes idées, mais après, il faut les mettre en pratique. Alors tout cela, ma foi, je l'ai appris sur le tas, grâce à toute une série de rencontres, et notamment avec toi, puisque je m'étais à peine lancé, qu'on s'est connus à ce moment-là. Et puis, tu le sais, notre relation d'amitié, c'est un peu un grand voyage à travers des visites, à travers une correspondance, des dialogues, des discussions, un partage de points de vue, d'informations qui font que, ma foi, tout cela mis ensemble a permis de développer une certaine idée de la culture de la vigne et du vin. Et du vin. Et du grand vin. Quand tu parles de la civilisation du vin et de la relation entre l'homme et le vin, ça veut dire qu'en fait, lié à cet amour pour les produits et la culture qui l'entoure, il y a aussi un grand amour pour l'homme, pour l'être humain. Bien sûr, parce que le vin nous relie à l'humanité profonde, à ce qu'on a de meilleur en nous. Quelque part, un grand vin, c'est un phare, il éclaire une civilisation, une culture, et il nous rend meilleurs. Par le fait qu'on le partage avec l'autre, et qu'on essaie de comprendre l'autre, de dialoguer avec l'autre, d'échanger avec l'autre, et puis de découvrir une vérité qui soit commune, comme une présence commune. Donc le vin, c'est vraiment ce lien, pour moi en tout cas, c'est ce lien entre tous ces éléments. Pour que le cave existe et qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui, il faut qu'il y ait une clientèle qui est demandeuse et qui est passionnée. Il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de faire le lien entre le vigneron et puis les amateurs de vin. Puis évidemment, il faut qu'il y ait des vignerons parce que sans eux, on serait rien. Que je pense qu'une des petites fiertés qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des gens, ça fait 35 ans qu'on vend leur vin et qu'on promeut leur travail. Et ça, je pense que c'est un cas pas unique, mais en tout cas assez rare dans le monde du vin aujourd'hui. Et c'est précieux de développer une relation qui dure depuis 35 ans. Aujourd'hui, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que j'ai l'impression que nous avons régressé dans le sens où les gens sont de plus en plus happés par l'idée du cépage. On vit un peu sous la tyrannie du cépage. Or, un grand vin, c'est pas l'expression d'un cépage. Un grand vin, c'est d'abord et avant tout l'expression d'un lieu, d'un terroir, d'un écosystème. Prétendre que le vin s'arrête au cépage, c'est comme rencontrer un individu et lui demander de nous raconter son arbre généalogique et de prétendre ensuite le connaître à travers son arbre généalogique. Ah, tu es le fils d'eux, ton père s'appelait comme ça, ta mère, etc., ton grand-père, donc je te connais. Au lieu d'écouter l'histoire. Le vin, c'est un entêtement de civilisation, c'est-à-dire que c'est pas le produit comme ça d'une simple décision arbitraire de dire je vais faire un grand vin, mais si on peut faire un grand vin à tel endroit, c'est parce qu'il y a eu des générations et des générations de gens qui se sont obstinés
qui se sont entêtés à travailler, à faire des murs de vigne, à créer des terrasses, à cultiver tel cépage plutôt que tel autre. J'ai questionné Michael, je lui ai dit est-ce qu'ici on avait de la vigne avant? Il m'a dit oui, c'était le meilleur endroit de la vigne jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et après, il a été abandonné. Je me suis dit est-ce que dans cet endroit, on ne peut pas faire revivre la vigne et recréer un endroit sur l'île où la vie circule? Le Colosse Terrassa, c'est un vin qui... son destin, c'est de pouvoir faire voyager ces lieux à travers le monde. Parce qu'à travers cette bouteille, ils peuvent s'enraciner, ils peuvent boire un lieu. Pas juste le goûter. On ne goûte pas, on boit une énergie. Dans ce voyage à travers les années, c'est un peu comme le vaisseau Argo des Argonautes qui était lancé à la conquête de la Toison d'Or. Et ce vaisseau, il a traversé les tempêtes, les marées, les vicissitudes. Chaque pièce du vaisseau a été changée, mais c'est toujours le même. Eh bien, l'entreprise, chez nous, Cavessa, c'est un peu ça. On a toujours le même vaisseau, mais quand on regarde de près, il a complètement changé et il continuera à changer. Le monde du goût, c'est comme un archipel. C'est toute une série d'îles. Certaines ne sont même pas cartographiées, donc on part à l'aventure, on en découvre d'autres, on croit en découvrir une, on arrive sur une autre. Mais il y a une exploration infinie, c'est comme une sorte de voyage qui n'aura jamais de terme en fait. C'est une quête infinie. Chacun est une île, en fait. Chaque individu, quelque part, est une île dans le sens où chaque individu goûte, perçoit le monde, le ressent, le sent, le renifle, le goûte d'une manière totalement différente. Ces gens-là vous font toucher un autre monde. Il y a quelque chose qui se profile à travers leur rencontre. Ils vous font toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel.